Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Passons aux titres qui vous seront développés dans ce journal. Le Premier ministre a annoncé la mise en application d'une fiscalité propre aux régions. Une cyberattaque de grande ampleur a frappé plusieurs pays à travers le monde. Bonjour, et l'on entame ce journal par cette principale information consacrée à la mise en application d'une fiscalité propre aux régions, et ce dans l'optique de soutenir le processus de décentralisation. Une importante délégation ministérielle composée du ministre du Budget, du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué chargé de la décentralisation entame dès demain une tournée dans les régions pour préciser aux conseils régionaux, aux parlementaires issus de ces régions et aux notabilités les modalités d'application d'une assiette fiscale propre à chaque région. De hauts fonctionnaires doivent accompagner cette délégation. Ces sommes tirées par les services compétents du ministère du Budget proviendraient donc des activités économiques, commerciales, de logistique ou de transport menées dans ces régions. Les taxes qui étaient jusque-là prélevées par les services des impôts ou des douanes et versées au trésor public puis renvoyées sous forme de salaires, de frais de fonctionnement ou de subventions aux régions seront en partie imputées et directement mise à la disposition des conseils régionaux. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est ainsi monté au créneau pour rappeler à une collaboration harmonieuse entre les différentes parties impliquées dans la mise en place de cette fiscalité décentralisée. Dans un entretien exclusif que nous a accordé aujourd'hui, le Premier ministre a conforté les opérateurs économiques et des régions, précisant qu'il ne s'agit point de nouvelles taxes ou impositions, mais de droits et impôts existants qui seront partagés entre l'État et les régions. Écoutons le Premier ministre. La mise en place de la fiscalité décentralisée, il s'agit en réalité de donner les moyens aux élus locaux pour pouvoir développer les communes et les régions. Le président de la République a donné des instructions claires. Transfert de compétences doivent aller de pair avec le développement des ressources financières. Pour cela, il faut que les différentes institutions qui sont chargées d'appliquer ces directives doivent travailler d'une manière harmonieuse, pour que la population ou les élus locaux ne soient pas pénalisés. Le ministre du Budget a effectivement présidé un atelier pour que les transferts de compétences et les transferts fiscaux doivent aller ensemble. Ce sont des recettes fiscales qui existaient déjà et qui étaient centralisées au niveau des trésors. Ce sont des impôts. Ce sont des droits qui existaient déjà dans le pays, sauf que c'était centralisé au niveau du ministère du Budget et que désormais seront transférés aux collectivités. Il faut savoir que ces transferts ne seront peut-être pas suffisants, mais c'est déjà un pas en avant. Pour la suite, nous comptons effectivement essayer de trouver encore de nouvelles ressources, création de nouvelles ressources pour qu'effectivement on puisse aller de l'avant. Le ministre du Budget Bodi Ahmed Roublé a pour sa part expliqué les raisons de cette fiscalité décentralisée et ses objectifs. Voici ses propos. La fiscalité décentralisée consiste à attribuer ou à mettre à la disposition des élus locaux des moyens financiers propres pour agir dans le cadre de leur mission. Cette fiscalité va permettre aux élus locaux d'élaborer un budget pour la région, un budget de la collectivité qui sera composé en recettes et en dépenses. Dans un premier temps,
nous avons mis en place, dans le cadre de la loi des finances 2017, un dispositif fiscal concernant 2 postes de recettes. Il s'agit de l'impôt foncier bâti et non bâti, et la patente payable par anticipation qui touche les petits commerces, qui étaient jusqu'à présent collectés par les trésoriers des régions et reversés au Trésor national. Désormais, ces recettes ne seront plus versées à la trésorerie générale de Djibouti-Ville, mais les fonds seront gardés dans les caisses de la région, tout en centralisant les écritures comptables à la trésorerie générale de l'État. Cependant, qui seront concernés? Qui seront les assujettis? Ces impôts vont concerner, comme tous les autres impôts, les contribuables qui ont les moyens financiers, c'est-à-dire qui ont la capacité de payer des impôts. Les pauvres, les assistés de l'État ne seront pas concernés. Et chaque contribuable sera taxé en fonction de sa capacité contributive, comme tous les autres impôts. C'est ça le principe, un principe fondamental de la fiscalité. Le titre foncier, nous connaissons que dans les régions, très peu de personnes ont des titres fonciers. Il y a énormément de maisons en dur, mais très peu de personnes ont des titres fonciers. Je vais ici rappeler l'importance du titre foncier pour les propriétaires. Premièrement, l'utilité de titre foncier, il fixe le droit de propriété d'un bien immobilier. Deuxièmement, ces biens immobiliers peuvent être hypothéqués pour emprunter auprès d'une banque. Si les personnes, les propriétaires, n'ont pas de titre foncier, ils ne pourront pas emprunter. Ils ne pourront pas vendre également. Ils peuvent vendre, mais ils seront bradés. C'est-à-dire, ils ne pourront pas vendre ce bien à sa juste valeur. Donc, un bien immobilier, dans le titre foncier, on inscrit le montant, la valeur de ces biens. Et donc, le propriétaire a une valeur. Le jour où il veut céder, ou le jour où il veut emprunter, il pourra négocier confortablement. Et dans un second volet, le ministre du Budget nous explique comment la tarification de cette fiscalité décentralisée sera mise en application entre les acteurs concernés. Voici les explications du ministre du Budget. Qui sont les acteurs qui vont intervenir dans la gestion de la fiscalité locale? Il y a 3 principaux acteurs. Premièrement, il y a les représentants du ministère du budget, notamment les trésoriers régionaux. Les trésoriers régionaux ont une double casquette. Ils ont la casquette des comptables du préfet et le comptable de la collectivité locale. Ils tiennent 2 comptabilités séparées. Deuxièmement, ils sont chargés du recouvrement des recettes et des impôts émis par les élus locaux. Donc, la mission des trésoriers, c'est de recouvrer et de mettre les fonds à la disposition de la collectivité locale et exécuter conformément au budget et aux ordres donnés par les élus locaux. Les élus locaux, les responsables des régions élus, sont chargés d'élaborer les rôles d'impôt, les rôles d'imposition, avec l'aide des représentants de la Direction générale des impôts qui seront installés également dans les régions. Dans chaque région, il y aura un pôle de la Direction des impôts qui vont aider les élus locaux à élaborer et à calculer les impôts en fonction de des possibilités ou des capacités de chaque
contribuables. Enfin, il y a les préfets. Troisième acteur, les préfets. Le préfet est le dépositaire de la force publique. Il est le représentant légal de la puissance publique, de l'autorité de l'État. À ce titre, il va soutenir et aider les trésoriers et les élus locaux à faire rentrer les recettes et à mettre à la disposition les forces de police et de la gendarmerie. Enfin, qu'est-ce que nous comptons faire dans l'avenir? Conformément aux instructions données par le président de la République, dans le proche avenir, il s'agira d'élargir les transferts de compétences des élus locaux. Automatiquement, cette augmentation de compétences va nécessiter un besoin en ressources financières. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour mettre en place et élargir la fiscalité des régions en mettant en place d'autres dispositifs tels que la taxation du commerce transfrontalier, probablement une taxe d'habitation, l'extraction minière, la contribution des investissements et une contribution payée par les investissements, les grands investissements qui sont installés dans les régions. Donc, l'avenir des régions est prometteur. Il faut que chaque acteur, et notamment les trois acteurs précités, joue le jeu et travaille en étroite collaboration pour réussir d'abord ce premier pas de la fiscalité pour aller de l'avant et renforcer et gagner encore d'autres batailles. Le ministre de la décentralisation a pour sa part précisé que les prélèvements des taxes locales seront gérés par des conseils régionaux au profit du développement de chaque région. Selon lui, le renforcement du processus de décentralisation est une priorité gouvernementale. Il s'agit aussi d'un transfert des compétences vers les collectivités locales dans le domaine du prélèvement des taxes et impôts. Le ministre de la décentralisation nous a donné plus de détails sur cette fiscalité décentralisée. Suivant ses réponses. Dans sa réponse, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a indiqué que la fiscalité locale concerne et sera applicable dans chaque région. Elle est effective grâce à la mise en œuvre de la politique de décentralisation dans le cadre du volet des transferts de compétences vers les collectivités locales. Le ministère du Budget et le ministère de la Décentralisation se sont concertés longuement sur la meilleure approche et nous avons élargi ces discussions aux conseils régionaux en y incluant les représentants de l'État que sont les préfets, les représentants de la société civile de chaque région dans sa mise en œuvre. Après une première réunion à Djibouti suivie des concertations dans chaque région, nous avons finalisé et nous avons lancé l'application pratique de la fiscalité locale. Le ministre a précisé que les conseils régionaux seront les premiers responsables de la mise en œuvre de la fiscalité locale. Nous leur avons demandé d'aller se concerter avec la population pour vulgariser la fiscalité locale auprès de la population. Ces taxes qui seront prélevées ne datent pas d'aujourd'hui. Elles étaient déjà imposables pour les activités commerciales ou les acquisitions de terrain pour la construction dans chaque région, mais les recettes étaient automatiquement versées à la trésorerie nationale pour être comptabilisées dans le budget national sans forcément servir les investissements prioritaires des régions. Mais avec la politique de la décentralisation et le transfert des compétences vers les collectivités, les recettes seront gérées par les conseils régionaux et seront destinées au développement de chaque région. C'est cela la spécificité de la fiscalité locale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que désormais, les représentants du ministère du Budget et les membres de chaque conseil régional vont travailler ensemble pour faire le suivi et l'application de cette fiscalité locale. Les recettes levées dans la région serviront aux régions et communes et les dépenses seront gérées conjointement par le ministère du Budget et le ministère de la Décentralisation.
Les dépenses éligibles s'effectueront selon les modalités et les règles légales. Les premiers responsables pour la mise en application de cette fiscalité locale seront donc les responsables des conseils régionaux. Pour cela, ils doivent vulgariser la fiscalité locale auprès de leur population. Ils doivent également opérer dans le cadre de la légalité et bannir à jamais les impositions abusives. Le ministre a poursuivi que ces recettes fiscales mobilisées seront destinées au développement régional et à la promotion des projets locaux. La mise en place de cette fiscalité locale sera un premier test de réussite pour les responsables des conseils régionaux. Et selon le ministre Aramis, toute réforme nécessite un effort de compréhension et d'adaptation. La tournée qu'effectuera à compter de demain la délégation ministérielle va dans ce sens, mais une étape sera franchie dans cette volonté de donner aux régions plus de moyens et un pouvoir décisionnaire sur ce qu'il faut entreprendre sans continuellement revenir à un système centralisé. Réécoutons ensemble le ministre. La fiscalité locale, c'est une réforme en soi, et le ministre Aramis a précisé que quand on parle de réformes comme la fiscalité locale, s'agissant des devoirs citoyens, ceci est nouveau pour les populations des régions. Il nous faut s'attendre, a-t-il dit, à des rejets mais aussi des réticences de la part d'une frange des citoyens, soit par ignorance, soit par mauvaise volonté. Il nous faudra prendre en compte tous ces éléments et rester vigilants pour avancer sur le chemin de l'autonomisation économique de nos régions. Le ministre a souligné qu'il n'y a pas de réforme facile. Cela nécessitera des efforts intenses pour sensibiliser. Il nous faut également avoir de la pédagogie, du courage et de la persévérance à toute épreuve pour concrétiser et arriver au beau fixe. Pour soutenir la mise en place de la fiscalité locale, une caravane conjointe du ministère du Budget et de la décentralisation va démarrer une tournée dans l'ensemble des régions, en commençant par le Sud ce dimanche même. Les techniciens de la fiscalité locale vont rester quelques mois avec les conseils régionaux pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette fiscalité locale. Réussir à concrétiser la mise en œuvre pratique de la fiscalité locale, c'est l'obligation des conseils régionaux et il y va de l'intérêt de leur région. La décentralisation et le processus de transfert de compétences sont l'affaire de tous, les acteurs mais également les citoyens dans les régions. L'adhésion générale est nécessaire pour la réussite d'une nouvelle réforme. Elle doit rassembler tous les acteurs actifs autour de l'intérêt commun et ne doit en aucun cas être une source de division ou de discorde. Ces échanges seront très utiles pour les acteurs locaux qui doivent aussi savoir que la mise en place des textes pour l'imposition des taxes doit être actualisée, tenant compte du développement économique et des potentialités et spécificités de chaque région. Parmi les nouvelles impositions, on peut citer la fabrication du ciment à Lissabié, les ports de Tadjoura, l'extraction du remblai pour les constructions dans chaque région, le commerce du bétail à Dikil ou même le commerce du cat dans les secteurs éloignés sont autant des sources pouvant intéresser la fiscalité locale naissante. Nous allons fixer les modalités d'imposition en concertation avec le ministère du Budget. Il est temps donc de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. Nous enchaînerons après avec la tournée du ministère de la Santé dans la région de Dikil. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière Al-Asr. Nous enchaînons avec la tournée du ministre de la Santé qui poursuit sa tournée dans les localités de la région de Dikil. Après Asaïla et Yoboki, le ministre de la Santé s'est déplacé hier matin à Sankal pour superviser de visu les différentes activités menées dans cette localité. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki, a été accompagné dans ce déplacement par le préfet Mohamed Cheko, les députés de la région, le président du conseil régional Abdurrahman Younissare, le vice-président du conseil régional Ebo Mohamed Ebo, les élus locaux ainsi que ses proches collaborateurs. À son arrivée sur place, la délégation conduite par le ministre de la Santé a été chaleureusement accueillie, acclamée. Jeunes, moins jeunes se sont rassemblés à la principale, donc à place de la localité, pour exprimer leur joie. Des danses folkloriques ont été exécutées et des chants entonnés. L'ambiance était particulièrement festive. Regardez. Et dans un discours prononcé à Sankal, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki, a indiqué que cette caravane a été initiée par le chef de l'État dans le cadre des efforts visant à renforcer les structures sanitaires. Le ministre a ajouté que son déplacement avait organisé donc des caravanes médicales et chirurgicales d'une grande envergure pour approcher les soins spécialisés aux populations des localités éloignées.
éloignés. Le rapprochement des prestations sanitaires au profit de la population de Sankal est une bonne initiative. Il a demandé à la population de profiter au maximum des consultations des médecins et des spécialistes qui sont sur place. Le ministre a précisé qu'il est important de suivre la santé des enfants en matière de vaccination, de nutrition. Après la localité de cette région de Dikil, cette mini-caravane se rendra à Holhol et à Dora. Et par la suite, le ministre de la Santé a procédé à la remise à quelques 250 familles d'aides composées de vivres, de médicaments et de moustiquaires, ainsi que des produits nutritifs pour les enfants en bas âge. Le ministre de la Santé et sa délégation ont ensuite visité les différents lieux de consultation et de suivi médicaux. Les soins offerts pour la population de Sankal sont la médecine générale, la pneumologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la pédiatrie et enfin la consultation des enfants malnutris. Le ministre de la Santé et sa délégation ont ensuite, sous l'ombre d'un arbre, ont eu donc un entretien avec le Uqal et une rencontre avec les représentantes des femmes de Sankal. Le ministre de la Santé et les responsables administratifs ont écouté les doléances des Uqal et des femmes. Le ministre de la Santé a promis d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs le plus tôt possible et dans les plus brefs délais. Lors de son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukié, a exhorté les Uqal de cette localité de bien profiter de cette caravane médicale gratuite à l'issue de la rencontre avec les Uqal et les femmes. N'ont pas donc manqué de remercier vivement le ministre de la Santé qui se soucie de la santé de ses concitoyens. Sport, cette fois le challenge des sports scolaires édition 2016-2017 organisé par le ministère de l'Éducation nationale s'est clôturé hier après-midi au complexe sportif de Roi Fahd. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a clôturé en apothéose cette deuxième saison sportive riche en émotions qui a impliqué tous les établissements scolaires de la capitale et des régions. Les disciplines à l'honneur dans ce deuxième challenge des sports scolaires ont été le handball, le basketball, le football, l'athlétisme. Outre les performances sportives, ces rencontres véhiculent de nombreuses valeurs telles que le fair play, le civisme, l'amitié entre les jeunes. Plus de 10 000 élèves, tous niveaux confondus, ont été équipés en tenue sportive pour prendre part à ces compétitions. La cérémonie s'est clôturée par la remise des coupes et des médailles aux vainqueurs de ces tournois. Également dans l'actualité de ce 15h, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a reçu ce matin à son cabinet le président de la Fédération internationale de taekwondo, M. Choué, qui était donc accompagné de son directeur général, M. Roger Pierruli, de la présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, Mme Ferdoussa Moussa. M. Choué a remercié le secrétaire d'État pour avoir donc bien voulu le recevoir pendant un week-end et que sa présence à Djibouti relevait de plus du domaine humanitaire, mais toujours en rapport avec des activités sportives et éducatives. Aussi, il avait donc visité hier le camp Markazi où il compte construire une salle d'entraînement qui sera également accessible aux Obakois, que ses experts seraient donc mandatés dès septembre pour évaluer le coût donc de la construction, que le taekwondo, au-delà d'un art martial, était une philosophie, un art de vivre qui est très facile à pratiquer. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui remercié son invité pour sa visite et qui lui a donc souhaité la bienvenue à Djibouti, un pays connu pour son accueil chaleureux, qui c'était donc la première fois qu'il recevait un président d'une fédération internationale.
Et sa présence est ici pour venir faire une action dans les camps de réfugiés et développer le taekwondo avec l'aide de la fédération djiboutienne de taekwondo. Voilà, comme il l'a dit, il y a eu des médailles aux Jeux Olympiques pour les pays africains et ce qu'il souhaite, c'est donner de l'espoir aux jeunes et qu'il puisse y avoir également des médailles olympiques pour Djibouti. Voilà ce qu'il disait, il le souhaite de tout son cœur. Merci. Et dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes et renforcement donc des communautés, le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le PNUD et avec l'appui financier du SAID a fait visiter 15 représentants d'associations de femmes de districts de l'intérieur de village de Dougoum. L'objectif de cette formation était de les initier sur place aux différentes techniques et étapes de fabrication du fromage. Et les habitants de la localité de Dougoum ont accueilli les responsables d'associations féminines issues des régions d'Arta, Ouad, Merjouk, Ali Sabié, Assamoa, Aliadé, Dikil, Yoboki. Dès leur arrivée donc sur les lieux, sous les pas du président de l'association, les habitants de ce village ont donc reçu les hôtes. En majorité des femmes ont d'abord visité le village durant la cérémonie inaugurale. De cette formation, le coordinateur du projet Abdelrazak Ahmed Idriss a remercié le président Daoud ainsi que les habitants de Dougoum pour l'accueil ici à l'issue des 2 jours de cette formation et renforcement des communautés. Ce projet, c'est pour autonomiser les femmes, pour qu'elles soient dépendantes. On est là ici pour une formation sur le fromage. Nous félicitons en tant que ministère de la Femme et de la Famille le président de l'association des abeilles de Dougoum, M. Daoud, toute la population du village de Dougoum pour la propriété, l'hospitalité, l'artisanat qui est vraiment développé. Et nous avons donc le regret de vous annoncer le décès de feu Saïd Ali Omar, connu sous le nom de Saïd Hamalé, retraité de l'armée nationale. Le défunt a été décédé donc hier suite à une longue maladie. Il était le représentant de l'armée nationale djiboutienne auprès de l'IGAD, basé au Soudan du Sud, très apprécié par son entourage. Il laisse derrière lui 4 enfants et un petit enfant que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec cette cyberattaque massive qui a frappé plusieurs pays à travers le monde, des hôpitaux britanniques, des entreprises espagnoles et portugaises, des institutions roumaines, plusieurs dizaines de pays ont fait l'objet d'attaques informatiques de grande ampleur hier. Le chef du gouvernement britannique Theresa May a dénoncé une attaque internationale touchant plusieurs pays et organisations. Au total, 74 pays auraient été touchés par plus de 45 000 attaques informatiques de plus ou moins grande ampleur ces 10 dernières heures, selon donc le chef du cabinet russe spécialiste dans la cybercriminalité, parmi eux l'Australie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, mais aussi le Vietnam, le Japon, les Philippines, la Russie, où se concentrait la majeure partie des ordinateurs infectés. Aucune entité française n'aurait été touchée. Une information confirmée dans la soirée par le chef du gouvernement britannique Theresa May, qui a dénoncé une attaque internationale touchant plusieurs pays et organisations, donc sans préciser toutefois le nombre de cibles affectées. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le focus. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola?
Super. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec nous sur ce plateau. Ahmed Ahmed, bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Et nous allons parler santé avec le virus Ebola détecté en République démocratique du Congo. Effectivement, selon l'Organisation mondiale de la santé, Fardous, l'épidémie touche une zone de forêt équatoriale dans la province de Baouélé, voisine de la République centrafricaine, dans une zone difficile d'accès. Une épidémie donc de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-ouest du Congo, où elle a fait 3 morts depuis le 22 avril dernier, ce qu'a annoncé bien sûr l'OMS dans un communiqué hier. Dans une déclaration donc faite à la télévision publique, le ministre de la Santé congolais a confirmé la survenue de la maladie tout en appelant la population à ne pas céder à la panique. Enfin, il faut rappeler que l'OMS explique également qu'elle travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour faciliter notamment le déploiement des matériels de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler très rapidement l'épidémie. Fardous. Et en sport, Chelsea sacré champion d'Angleterre pour la 6e fois. Et oui, c'était l'événement pour tous les amoureux du ballon rond, vainqueur donc à West Bromwich à Albion sur un score d'1-0 face à Miki Batshuayi. Pour le compte de la 37e journée, Chelsea s'est assuré le titre en Première Ligue. C'est la 6e fois, il faut le rappeler, que les Blues sont sacrés en championnat après 1955, 2005, 2006, 2010 et 2015. Les Blues donc s'assurent du titre hier en s'imposant sur la pelouse du West Bromwich Albion. Les héros du jour sont 2 anciens Marseillais, César Azpilicueta, l'auteur de la passe décisive, et Miki Batshuayi, qui inscrit le seul but de la partie. Donc au classement, les hommes d'Antonio Conte comptent 10 longueurs d'avance sur Tottenham, qui n'a plus que 3 matchs à disputer et ne pourra donc pas marquer plus de 9 points. Merci Ahmed pour ces précisions, merci de votre attention.